États-Unis. Il est économiste et politologue, ancien président de l'Institut Turgot à Paris. Et il publie Après l'Amérique, pourquoi l'élection présidentielle du 5 novembre 2024 pourrait être la dernière élection démocratique aux États-Unis. C'est aux éditions Ballant et je reçois Guy Millière. Bonjour monsieur. Bonjour. Merci d'être en France et d'être venu nous voir pendant votre séjour en France. Dès les premières lignes de votre avant-propos, vous posez une question qui peut quand même apparaître un peu choquante. Vous dites, est-il possible de dire encore pleinement et entièrement la vérité en langue française sur ce qui se passe aux États-Unis aujourd'hui ? J'ai envie de vous dire, et en quoi ce serait impossible ? C'est possible sur TV Liberté, c'est possible sur Sud Radio, dans des émissions comme celle d'André Berkoff, mais c'est quasiment impossible sur la quasi-totalité des chaînes de télévision françaises, où il y a une pensée unique, monolithique qui règne, et où il n'y a plus de liberté de l'information. Et je dirais que l'information est remplacée par la désinformation. Et ça me paraît extrêmement grave. Dans une démocratie, l'information est un élément essentiel. Les gens sont censés choisir en connaissance de cause. Si la connaissance n'est plus là, et l'information c'est de la connaissance, il n'y a plus véritablement de démocratie. Il reste des espaces de liberté comme TV Liberté, mais ils sont de plus en plus rares dans le contexte français. Et quand je regarde les chaînes de télévision françaises, je suis confronté à de la désinformation à dose intensive, et c'est absolument consternant. Il y a eu quelques jours la tentative d'attentat, deuxième tentative d'attentat contre l'ancien président Donald Trump. Est-ce que, au regard de ce que vous avez vu du traitement par la presse française de cet événement, vous considérez qu'il y a eu de désinformation, par exemple ? Je dirais que oui, je vois que des accusations se portent contre Donald Trump. C'est lui qui se fait tirer dessus parce qu'il y a sans arrêt des incitations à la haine contre lui, et c'est lui qu'on accuse de mettre de l'huile sur le feu, de créer des conditions qui font qu'il doit être détesté. Il ne fait rien pour être détesté. Il développe un programme, il développe des propositions qui sont suivies par au minimum la moitié de la population américaine, et il n'y a rien qui justifie qu'il soit l'objet d'une telle haine. On n'arrête pas de le détester, de le caricaturer, de le présenter comme ce qu'il n'est pas du tout. Donald Trump est quelqu'un qui défend les valeurs fondamentales de la civilisation occidentale, et je dirais que c'est largement pour cela que la gauche et l'extrême gauche développent une détestation à son égard. Gauche et extrême gauche. C'est un point important de votre démonstration qui consiste à dire que le Parti démocrate qui représente la gauche n'est plus celui qu'on a pu connaître de John Kennedy par exemple, mais une formation politique qui a connu une transformation totalement radicale. Exactement, exactement. Le Parti démocrate aujourd'hui, beaucoup de gens ne s'en aperçoivent pas, n'est même plus celui de l'époque de Bill Clinton. C'est un parti d'extrême gauche. C'est un parti qui a été infiltré par des gens d'extrême gauche qui détestent la civilisation occidentale et tout ce qu'elle incarne, et qui sont en train de provoquer une démolition des institutions américaines. C'est un processus qui a commencé en 1960. Un mouvement a été créé qui s'appelait la Nouvelle Gauche. Et la Nouvelle Gauche était constituée essentiellement d'anciens communistes. Et ils ne se sont pas appelés communistes, ils se sont appelés anti-communistes. Double négation. Et ils ont décidé d'utiliser les techniques d'Antonio Gramsci et de petit à petit infiltrer toutes les institutions. Ils ont commencé par l'université, et c'était crucial pour eux, l'université. C'était un moyen de tenir en main la formation des journalistes, la formation des juges, la formation des économistes, la formation de tout un tas de gens. Et l'effet de ruissellement a joué, et maintenant vous avez plus de la moitié des juges américains qui sont des juges d'extrême gauche, qui pratiquent une justice politique. Les grandes chaînes d'information américaines sont des chaînes qui sont tenues par des gens qui sont d'extrême gauche et qui sont des militants politiques au service du Parti démocrate, et le Parti démocrate lui-même inclut maintenant des gens qui n'y auraient jamais été admis il y a ne serait-ce qu'une vingtaine d'années. Vous avez des islamistes qui sont membres du Parti démocrate. Des gens comme Ilhan Omar ou Rachida Tlaib, par exemple, sont clairement islamistes et font un militantisme islamiste, soutiennent des mouvements terroristes islamiques. Elles sont membres du Parti démocrate et elles sont élues. L'une est élue du Minnesota, l'autre est élue du Michigan. Guy Millière, ce Parti démocrate que vous présentez comme étant aujourd'hui d'extrême gauche
a choisi comme candidate par défaut Kamala Harris, ne représente pas l'extrême gauche. Si, elle dissimule ce qu'elle est, mais elle a tout un passé d'extrême gauche. Elle n'est pas ce qu'elle montre qu'elle est. Elle se montre. D'ailleurs, elle a un discours complètement insipide qui est écrit pour elle, qu'elle apprend par cœur. C'est des choses qu'on ne dit pas. Mais pour l'élection présidentielle de 2020, elle était candidate et elle a dû renoncer à sa candidature dès le mois de décembre 2019 parce qu'elle développait des positions d'extrême gauche et parce qu'elle était médiocre quand elle prenait la parole. Et donc maintenant, elle a tiré les leçons de cela et maintenant, elle tient un discours qu'on lui écrit soigneusement, qui est un discours complètement insipide. Elle ne dit pas ce qu'elle est, elle ne dit pas ce qu'elle veut faire. Elle parle très peu à des journalistes et c'est quelque chose qu'on doit souligner. Pendant 50 jours, depuis le moment où elle était candidate, elle n'a adressé la parole à aucun journaliste. Elle a fini par donner une petite interview sur CNN et l'interview a été en différé et elle a été montée. Il y avait 1 heure d'enregistrement, il en est resté 16 minutes. Tout le reste a été coupé. Et tout son discours était un discours écrit, soigneusement balisé. Et lors du débat, parce qu'on a beaucoup parlé du débat en disant qu'elle a gagné le débat était un débat monté, ça n'était pas un véritable débat. Les 2 journalistes étaient de connivence avec sa campagne, étaient chargés de lui poser des questions très faciles pour lesquelles les réponses étaient écrites à l'avance et ils étaient chargés de dire que Donald Trump n'arrêtait pas de mentir. Voilà. Donc dans ces conditions, on peut facilement gagner un débat. Un débat biaisé ou un débat truqué ? Un débat truqué. Je dirais carrément biaisé et truqué. Je dirais que les 2 adjectifs s'appliquent tout à fait clairement à la façon dont ce débat a été fait. Et on a dit que le débat avait été gagné par elle, mais si vous regardez les sondages qui ont été faits après le débat, celui qui était jugé le plus convaincant, c'était Donald Trump, et Donald Trump est monté dans les sondages. Quand on perd un débat, on ne monte pas dans les sondages. Donc je dirais que même les commentaires qui ont été faits sur le débat sont des commentaires faux. Les gens n'ont pas été convaincus par Kamala Harris parce qu'elle n'a pas arrêté de mentir. Elle n'a rien révélé sur son programme. Les gens qui ne connaissaient à peu près rien d'elle avant le débat en savaient très peu davantage à la fin du débat. Par contre, Donald Trump, lui, avait présenté son programme d'une manière claire, nette et précise. Et il a convaincu les gens et il avait fini le débat en disant « Elle vous propose des choses maintenant, et encore on ne sait pas exactement toujours lesquelles, mais pourquoi est-ce qu'elle ne les a pas faites depuis 3 ans et demi qu'elle est au pouvoir, puisqu'elle est vice-présidente de l'administration Biden ?» Cette transformation radicale du Parti démocrate, qui a été donc poursuivie par Joe Biden, si je comprends bien ce que vous dites, touche, dites-vous, tous les secteurs du pays, l'éducation, l'économie, la sécurité, le respect des libertés fondamentales. Mais vous insistez dans l'ouvrage, et vous le faites d'ailleurs à nouveau là, sur la justice et la presse. La justice, tout d'abord. Vous regardez le caractère partisan de la justice américaine, elle n'a pas le monopole d'ailleurs, à l'aune quand même du traitement réservé d'un côté à Donald Trump et d'autre part à Joe Biden et ses enfants. Effectivement, Donald Trump a fait l'objet de 2 procédures de destitution pendant sa présidence qui n'avaient aucun fondement. Et des grands avocats démocrates ont eux-mêmes, des démocrates honnêtes, il y en a encore quelques-uns, ont dit que c'était scandaleux ce qu'on faisait à Donald Trump. Et depuis qu'il a décidé de se présenter pour les élections de 2024, il a fait l'objet de 91 chefs d'inculpation. On n'arrête pas de le dire de tous les côtés, mais je montre dans le livre d'une manière détaillée et précise, fait à l'appui, que ces 91 chefs d'inculpation n'ont aucun fondement. C'est une justice politique. On a du mal à vous suivre, Guy Millière, quand vous dites que les nombreuses accusations dont est l'objet Donald Trump relèvent de, je vous cite, l'imposture. Oui, tout à fait. Vous maintenez? Tout à fait. Ah oui, bien sûr, je maintiens. Je maintiens et je le démontre à l'intérieur du livre. Autre mis en cause dans votre démonstration, ce sont les médias. Sont-ils tous aux mains des démocrates déjà ?
Quasiment tous. Pour les chaînes de télévision, il y a 2 chaînes de télévision qui échappent encore et qui donnent des informations dignes de ce nom. C'est Fox News et Newsmax. Dans la presse écrite, vous avez quelques journaux comme le New York Post et le Washington Times qui sont des sources d'informations dignes de foi. Les journalistes français qui veulent répercuter des informations qu'on trouve aux États-Unis ne regardent que CNN et MSNBC, qui sont 2 chaînes d'extrême gauche, et ne lisent que 2 journaux, le New York Times et le Washington Post, qui sont des journaux de propagande démocrate. Et donc on retrouve en France la répercussion de la propagande démocrate. Alors vous faites fi aussi de la presse locale, elle est importante encore aux États-Unis. Oui, mais la presse locale est elle-même très largement noyautée par les démocrates. C'est une situation terrible, et je dirais que heureusement que beaucoup d'Américains gardent du bon sens et qu'on sont confrontés à la réalité. Sinon, avec toute cette propagande, ils devraient tous voter massivement démocrate. Ce n'est pas le cas. Est-ce que c'est grave que la presse soit aux mains des démocrates, si on le sait? Après tout, Twitter est aux mains de Donald Trump, à travers Elon Musk qui le soutient. Ça n'a pas l'air de vous choquer? Ah oui, non, mais Elon Musk donne la liberté de parole. Et c'est pour cela que les démocrates détestent. Elon Musk donne la parole à tout le monde. Il a repris Twitter, il a racheté Twitter pour en faire un espace de liberté. Et les démocrates ne supportent pas. Et d'ailleurs, avant que Elon Musk fasse cela, il était défini comme un génie, comme quelqu'un qui inventait énormément de choses, qui révolutionnait beaucoup de technologies. Depuis qu'il soutient Donald Trump, il est présenté comme un quasi-fasciste, comme un monstre, comme quelqu'un d'absolument infréquentable. Donc d'un seul coup, le discours sur Elon Musk s'est complètement inversé. Il y a un important chapitre dans votre ouvrage intitulé « Un monde sans l'Amérique ». Vous évoquez comme un fait malheureux le fait que les USA cessent de jouer un rôle de gardien de la paix autodésigné du monde. Mais quand on voit ces échecs nombreux depuis la Seconde Guerre mondiale, est-ce que c'est réellement un mal, Guy Milliat ? Je dirais que les États-Unis se sont toujours définis, ont essayé de se comporter comme un défenseur des libertés et de la démocratie dans le monde. Mais je dirais que plus le Parti démocrate a dérivé, plus le Parti démocrate a entraîné les États-Unis dans des aventures malheureuses. Et je dirais que si vous regardez par exemple la fin de la guerre du Vietnam, vous voyez que cette fin a fait suite à la démission obligatoire de Richard Nixon. Après la démission de Richard Nixon, les démocrates ont complètement abandonné le Vietnam, et donc ça a donné quoi? Ça a donné un Vietnam qui tombe aux mains des communistes, ça a donné le génocide au Cambodge, et ensuite ça a donné l'élection de Jimmy Carter. Et Jimmy Carter a eu une présidence catastrophique qui a entre autres abouti au départ du Shah d'Iran et à l'instauration de la République islamique en Iran, qui est devenu le principal financier du terrorisme islamique à l'échelle de la planète entière. Donc ça, c'est un méfait qui est dû à la présidence de Jimmy Carter, par exemple. Mais quand vous regardez Ronald Reagan est quelqu'un qui a fait tomber les dictatures communistes. Il y a eu l'effondrement de l'Union soviétique, il y a eu la libération des pays d'Europe centrale, il y a eu la fin de l'apartheid en Afrique du Sud, et il y a eu la fin de beaucoup de dictatures en Amérique du Sud. Donc je dirais que Ronald Reagan a été bénéfique, Jimmy Carter avait été maléfique. Barack Obama a été très maléfique, et l'administration Biden est extrêmement maléfique. Alors là, c'est vrai que pour reprendre le cours de cette analyse que vous faites, je vois que on s'arrête sur le cas emblématique de la débâcle américaine en Afghanistan. Là, nous sommes en août 2021 et au regard et se rejoue à Kaboul, en fait, ce que les Américains avaient quand même vécu en 1975 au Vietnam. Oui, tout à fait, exactement. Et les 2 fois, ce sont les démocrates qui sont responsables de la débâcle. Je dirais que Donald Trump avait prévu de quitter l'Afghanistan en y laissant des troupes américaines et en y gardant un contrôle de beaucoup d'éléments. Les démocrates ont transformé ce départ en débâcle total, en déroute. Ils ont abandonné 85 milliards de dollars d'armes sophistiquées
et qui sont tombés aux mains des talibans, qui les ont revendus à des régimes peu fréquentables comme la République islamique d'Iran. Et donc les démocrates ont créé une catastrophe véritable pour tout le Proche-Orient. Parce qu'en supplément de cela, ensuite les démocrates ont donné des crédits, ont levé les sanctions qui frappaient l'Iran. Et je dirais que qu'est-ce que ça a donné? Ça a donné le fait que l'Iran a retrouvé les moyens de financer le Hezbollah, de financer le Hamas. Et je dirais que le massacre du 7 octobre 2023, l'atroce massacre du 7 octobre 2023 en Israël, a été financé avec de l'argent que l'Iran a obtenu par l'administration Biden. Et si vous avez dans la mer Rouge actuellement une difficulté de navigation à cause des milices Houthis, c'est parce que les milices Houthis ont pu être armées par l'Iran, qui a eu les moyens de leur donner tous les moyens de créer le désordre dans la mer Rouge et dans le canal de Suez. Je reste en Afghanistan. Vous expliquez, c'est pour ça que je vois le rapprochement avec le Vietnam en 1975. Les Américains, l'armée américaine s'en va du jour au lendemain sans même prévenir les autorités afghanes qui coopèrent avec les Américains, que les Américains ont mis en place, parlons franchement, en place en Afghanistan. Et pour autant, ils ne sont même pas prévenus. Ils découvrent du jour au lendemain qu'il n'y a plus d'armée américaine. Exactement. C'est une honte absolue. Et je dirais que ça a complètement terni l'image des États-Unis. L'administration Biden est une administration épouvantable et on ne le dit pas assez. Et je dirais que si on regarde ce qui se passe en Ukraine même, l'administration Biden est très largement responsable de la guerre en Ukraine et de toutes les destructions qu'a subi l'Ukraine. On ne le dit jamais, ça doit être dit, parce qu'il y a une volonté chez beaucoup de journalistes en France, la quasi-totalité des journalistes, de présenter l'administration Biden comme ce qu'elle n'est pas. On dit l'administration Biden est une bonne administration, elle a fait beaucoup de bonnes choses à l'intérieur des États-Unis, son bilan est bon. Non, son bilan n'est pas bon. À l'intérieur des États-Unis, c'est une administration qui a provoqué la plus forte vague d'inflation que le pays ait connue en plus de 40 ans. Et c'est un pays qui a laissé rentrer dans le pays 14 millions d'immigrants illégaux qui font des ravages à l'intérieur du pays. À l'extérieur du pays, si vous regardez la situation qu'a laissée Donald Trump, vous aviez la paix en Ukraine, vous aviez la paix au Proche-Orient, et la paix avançait considérablement avec les accords d'Abraham. L'Iran, qui est le principal financier du terrorisme international, était asphyxié, et maintenant vous êtes dans une situation qui pourrait dégénérer et déclencher une guerre mondiale. Si Barack Obama réussit à faire élire, parce qu'il est derrière, il réussit à faire élire Kamala Harris, je dirais que le monde va énormément souffrir. Vous dites que Barack Obama est derrière Kamala Harris, oui. Mais ça n'a pas été toujours le grand amour. Moi, je croyais avoir compris qu'elle avait été quasiment exfiltrée la vice-présidence parce que les Obama ne le supportaient pas. Je dirais que Obama, il aurait préféré une autre candidate parce qu'il savait qu'elle était médiocre quand elle parle, et donc il pensait qu'elle avait aucune chance. Donc elle a réussi à s'imposer, et après Barack Obama a dit OK, on la prend en main. Et donc comme on sait que quand elle prend la parole par elle-même, elle peut être médiocre voire catastrophique, on l'empêche de prendre la parole. Et c'est pour ça que, comme je l'ai dit tout à l'heure, pendant 50 jours, elle n'a donné aucune interview, juste un petit morceau à CNN, et que le débat était un débat complètement préparé, complètement préfabriqué, et elle ne donnera jamais de conférence de presse, elle ne donnera jamais d'interview libre à un média autre que ABC ou que des médias complices, parce qu'elle est totalement incapable de le faire. Depuis plus de 2 décennies, vous écrivez sur les États-Unis, un pays que vous aimez, vous y vivez, et pourtant vous jugez qu'il est désormais gravement menacé et que le danger, on a bien compris, en vous écoutant, il ne vient pas de Trump, alors il vient de qui, ce danger? Et quelle est la gravité de la menace? Le danger vient d'une extrême gauche qui est issue du communisme et qui a infiltré, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, les institutions, les universités, et depuis là la justice, l'information et le Parti démocrate. Et je dirais que ces gens-là sont des gens qui veulent détruire les États-Unis tels qu'ils ont été depuis 2 siècles et demi. Et ils n'ont pas d'autre objectif. Ils veulent détruire, peut-être qu'ils veulent reconstruire après. Et je dirais que très significativement,
effectivement, l'administration Biden a repris le slogan qui a été développé à Davos par les mondialistes, par ce qui a été mis en place au forum de Davos, Build Back Better, reconstruisons en mieux. Mais quand on dit reconstruisons en mieux, ça veut dire qu'il faut d'abord détruire. Donc ces gens-là veulent détruire la civilisation occidentale, détruire la puissance américaine, détruire les États-Unis tels qu'ils ont été, pour ensuite reconstruire en mieux. Mais on ne sait pas comment il va reconstruire en mieux, sans doute à la façon dont on l'énonce à Davos, et je dirais que cette façon est plutôt épouvantable, parce qu'elle repose sur l'idée que le monde doit être dominé par une forme de nomenclatura mondiale, et qui réduirait les populations, tout l'ensemble des populations à la servitude, et qui détruirait fondamentalement la liberté de penser, la liberté de se déplacer, la liberté d'entreprendre, quasiment toutes les libertés. Le mardi 5 novembre 2024 à minuit, l'heure de Washington, les dés seront jetés. Quel est le scénario? Quels sont les scénarios? Je dirais que le scénario, c'est si Trump a une victoire qui est trop importante pour que les fraudes puissent jouer, il peut gagner les élections. Mais dans ce cas-là, il va immédiatement, je pense, y avoir des manifestations, voire des émeutes pour dire qu'il ne doit absolument pas revenir au pouvoir. S'il y a eu 2 tentatives de meurtre contre lui, c'est parce qu'on n'arrête pas, dans les grands médias américains, de le comparer à Adolf Hitler ou à Benito Mussolini. Si quelqu'un est Adolf Hitler, il faut l'éliminer physiquement, parce qu'on ne peut pas imaginer le retour du Troisième Reich. Donc, si Donald Trump est élu, il va se passer cela. Mais il pourra entamer, s'il a les 2 chambres du Congrès républicaines, il pourra entamer un redressement du pays. Si Kamala Harris est élue, je dirais que l'on va vers le désastre à l'échelle des États-Unis, parce que ces projets économiques sont extrêmement nuisibles, c'est quasiment des projets communistes, on ne le dit jamais. Je pourrais donner des détails, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a entre autres une volonté de faire fixer les prix par le gouvernement, et d'autre part, il y a quelque chose qui est absolument épouvantable, qu'ils appellent la taxation des gains non réalisés. Qu'est-ce que c'est la taxation des gains non réalisés? Ça consiste à dire, vous avez par exemple acheté un appartement ou une maison, $300 000, et elle vaut 600 000 5 ans après parce que les prix ont monté fortement. On va vous taxer sur les $300 000 supplémentaires, même si vous ne revendez pas la maison, même si vous ne revendez pas l'appartement. Et cette taxation, elle se fait en une seule fois, mais elle se fait à hauteur de 25%. C'est absolument confiscatoire et ça fait partie des projets de Kamala Harris. Et donc, il y aura ça. Il y aura la continuation de la guerre en Ukraine, parce que la guerre en Ukraine, ça permet en fait au Parti démocrate de se financer. On dit que l'administration Biden donne de l'argent à l'Ukraine pour se défendre, mais l'essentiel de cet argent va aux entreprises du complexe militaro-industriel américain qui s'enrichissent par ce biais, qui reversent de l'argent au Parti démocrate. Et donc, il y a de l'armement qui va en Ukraine, mais cet argent, il retourne surtout aux États-Unis vers des entreprises qui sont liées à l'administration Biden. Donc, il y aura la continuation de la guerre en Ukraine. L'Iran va pouvoir dominer le Proche-Orient. Vous aurez une déstabilisation majeure du Proche-Orient. La navigation dans la mer Rouge continuera à être en grande difficulté. Et je pense que la Chine pourrait s'emparer de Taïwan avec toutes les conséquences qui pourraient découler. L'administration Biden serait continuée en pire par l'administration Kamala Harris. Le tableau que vous faites de l'Amérique est très sombre. Après l'Amérique, oui, c'est que je dirais que y avoir d'Amérique. Si Kamala Harris est élue, je dirais qu'on peut rentrer dans un monde post-américain, aux États-Unis même, et à l'échelle du monde. Et la guerre civile aux États-Unis, on parle tout le temps de cette guerre civile. Je ne pense pas qu'il y aurait une guerre civile, mais je pense que beaucoup de gens ne supporteraient pas que Kamala Harris continue la destruction du pays qui a été menée sous Joe Biden. Mais le pays est très divisé, mais il importe de voir qu'il est très divisé à cause des démocrates. Les républicains mènent une campagne normale, Donald Trump mène une campagne normale en ce moment, comme toutes les campagnes électorales. Il dit effectivement que l'administration Biden a détérioré le pays, et il dit que Kamala Harris serait dangereuse pour le pays. Mais il ne la compare pas à Adolf Hitler ou à Staline. Il n'y a pas d'incitation à la haine. Du côté des démocrates, il y a des incitations à la haine, et ces incitations à la haine débouchent sur des violences. Vous êtes à Las Vegas, on parie à Las Vegas. Oui. Alors, si vous aviez à parier Trump ou Kamala Harris?
Je pense qu'il y a de légères chances que ce soit Trump. Pariez gros. Vous allez parier gros. Oui, tout à fait. Je pense que ce sera Trump. Il me paraît inimaginable que quelqu'un comme Kamala Harris, qui est non seulement gauchiste, mais incompétente, arrive à la Maison-Blanche. Ce serait une honte pour les États-Unis. Après l'Amérique, eh bien écoutez, il y a beaucoup de choses à lire et de choses à découvrir. Bien dit, des idées reçues qu'il faut mettre de côté. Je vous invite donc à découvrir cet ouvrage qui est en vente sur le site tvl.fr. Dans la rubrique boutique, vous allez sur la boutique de TVL. Et je vous remercie, Guy Milliard. Bon retour donc aux États-Unis. Merci beaucoup.